Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous, donc Geoffrey Aldebert, donc je travaille à la direction interministérielle du numérique, à la DINUM, et je suis du coup responsable du pôle data qui opère différents produits autour de l'ouverture et de la circulation des données. Donc je veux bien que vous me disiez sur le chat si vous m'entendez bien. Super, on dit que c'est bon. Et bienvenue à tous. Donc là il est 32, on va commencer tout doucement notre webinaire. On est déjà une soixantaine sur le webinaire, les autres vont arriver. Merci à vous de vous être connectés. Donc comme vous le savez peut-être, si vous avez déjà assisté à un webinaire précédent, ce webinaire rentre dans le cadre de la rentrée de DataGouv, qui est un cycle d'événements d'une trentaine d'événements que nous avons organisé depuis le début septembre, avec 3 mois et 3
focus sur la donnée. Le premier qui était le mois de septembre sur l'accès à la donnée, le deuxième le mois d'octobre sur la circulation de la donnée, et enfin le troisième, le dernier dans lequel nous sommes aujourd'hui, donc on arrive plutôt en fin de cycle, qui est un focus sur la simplification des usages autour des données. Tous nos webinaires, ceux que vous avez potentiellement manqués, sont disponibles sur notre chaîne YouTube et notre chaîne Tube numérique sur Internet. Vous pouvez vous les voir en replay si vous le souhaitez. Donc sans plus attendre, aujourd'hui on va démarrer un webinaire autour de l'outillage sur les données géographiques. Et donc pour ce faire, j'accueille donc plusieurs personnes. Bonjour à tous. Je vais vous donner la main 30 secondes pour que vous présentiez. Donc avec dans mon équipe Thomas Gracier qui travaille à la DINUM. Est-ce que tu veux dire deux mots, Thomas, sur ce que tu fais? Oui, globalement, je mets à disposition les données du cadastre. Je travaille sur l'API découpage administratif. Et quand il y a des questions liées à la donnée géographique qui gravitent autour de DataGouv, j'aide mes collègues ou je leur donne des clés pour se débrouiller. Super. Globalement, voilà. Merci. Donc on accueille aussi Nicolas Leclerc, donc Nicolas Leclerc de l'IGN. Donc Nicolas, tu es responsable produit. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu deux mots sur ton poste et ce que tu fais? Oui, bonjour. Donc effectivement, moi je suis chargé de produit sur la GeoPlatform, ce qui inclut la structure d'hébergement, l'infrastructure d'hébergement, pardon, et les API bas niveau qui permettent à tout utilisateur qui dispose d'un compte sur la GeoPlatform d'interagir avec les fonctionnalités de la plateforme. Fonctionnalités qui vont tourner autour de l'alimentation de données géographiques et leur diffusion au travers d'API géographiques, que ce soit des services OGC ou des services un peu plus complexes comme l'API de géocodage, l'API de calcul d'itinéraire ou l'API d'alticodage. Super. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. En pitch, ça suffit. Merci beaucoup. Et donc également une de tes collègues côté IGN, donc Maria. Bonjour Maria, est-ce que tu veux te présenter? Oui, bonjour. Donc Maria Ibarra, je suis chargée de produit à l'IGN aussi. Je m'occupe d'un certain nombre des produits en lien avec les services numériques de l'IGN. Et l'un de ces produits, c'est l'API Carto, je vais présenter tout à l'heure. Ok, super. Eh bien écoutez, sans plus attendre, alors je vois que Thomas est parti, donc c'est pas grave, il va revenir. On a voulu introduire un peu ce webinaire sur une première question. Donc souvent le point d'entrée de l'accès à de la donnée géographique se fait par le catalogue national qui est data.gouv.fr. Donc pour rappel, DataGouv c'est la plateforme nationale de l'ensemble des données publiques françaises. Donc c'est là où on va pouvoir retrouver la référence des différentes données qui existent et de pouvoir les télécharger quand elles sont en open data. Également la référence de certaines API qui peuvent être utilisées. Et donc aujourd'hui, ce qu'on s'était dit, c'était ça pourrait être intéressant de faire un tour sur les différents outils qui existent, qui sont mis à disposition de tous et que vous pouvez utiliser au quotidien. Donc parfait, si Thomas est revenu, tu nous entends Thomas, c'est bon? Oui, excuse-moi, super. Je sais pas pourquoi j'ai eu un problème. Du coup, ma première question, peut-être pour introduire, donc peut-être plutôt pour toi, Thomas. Aujourd'hui, quand un utilisateur il arrive sur DataGouv, DataGouv c'est des centaines de milliers de fichiers disponibles. Comment est-ce que il peut faire pour se retrouver dans la grande diversité des données géographiques qui sont disponibles? Est-ce que du coup, il y a certains jeux de données qu'il faut prioriser, sur lesquels on peut regarder? Est-ce qu'il y a des regroupements, des inventaires qui existent? Où est-ce qu'on peut trouver ces éléments? Et est-ce qu'il y a des formats ou certains producteurs particulièrement clés qu'il faut savoir cibler? Je te donne la main quelques minutes si tu veux nous présenter tout ça. Oui. Donc j'ai un petit support. Alors c'est bon, on voit ton écran. Je passe en présentation. Hop, donc, parfait. Là, le but c'est de trouver l'étoile du Nord à la galaxie des données géographiques. Donc pour ça justement tu demandais donc
comment on pouvait s'y retrouver en fait. On a une page où on compile les données. Parce qu'en fait, j'étais parti de quoi? J'étais parti des statistiques de consommation qui permettent justement de retrouver. Pour quelle raison? Parce que même si on a beaucoup de données, justement, elles sont pas forcément compilées. Et attendez, on va faire comme ça, sinon je sens qu'il va m'ennuyer. Désolé. Je mets le lien en parallèle dans le chat si vous voulez regarder aussi de votre côté. Mais ouais, tu peux diffuser. On voit ton écran, on voit la présentation, alors on voit pas ton navigateur. Voilà. Donc, on va y arriver. Désolé. Un vrai problème avec le PC. Bah sinon... Bon, bah du coup, c'est pas grave. Au moins, décris ce qu'il y a sur cette page. Et les puis... géographiques. Ouais. Donc là, on a avant tout les données brutes. Je vais plutôt rester sur la présentation parce que j'ai l'impression que là, ça plante pas mal. Sinon, donc en gros, l'intérêt qu'il y a, c'est qu'en fait, on a déjà fait des regroupements. Dans ces données géographiques, en fait, on a deux types de données. En fait, on a soit les données, on va dire vraiment où en fait, le fichier contient déjà des contours, soit des données qui en fait qui sont facilement joignables via une clé. Généralement, la clé c'est la commune, parce que qu'est-ce qu'il y a? C'est une donnée qui contient un code INSEE par exemple. Donc l'intérêt c'est que vraiment vous avez une grosse liste dans cette page données géographiques. Pour la retrouver, en fait, il faut aller tout en bas en fait dans le pied de page. Là, en fait, les données les plus utilisées quand même qu'on met à disposition, c'est le CSV, le GeoJSON, les SHEP compressés. Mais il y a le GPKG qui prend l'importance. Par exemple, il y a Admin Express, la version 4.0. Maintenant, elle est plus livrée en GPKG, elle est plus livrée en SHEP, elle est livrée en GPKG alors qu'historiquement, elle était en SHEP. Et puis, on a Outsider. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Admin Express, par exemple? Admin Express, c'est une base de données, c'est une extraction de la BD Carto. Et il y a plusieurs jeux de données sur Admin Express. C'est-à-dire, vous avez les communes, les départements, les cantons, les régions, les EPCI, plus les mairies. Ce qui se passe avec ça, c'est que tout simplement, il y a des versions différentes parce que, par exemple, selon vos usages, vous avez besoin d'une version avec des contours simplifiés ou à l'inverse, des contours précis parce que vous voulez, par exemple, compter le nombre de commerces dans une commune. Donc, quand vous avez besoin de compter les commerces dans une commune, il vous faut une donnée très précise. Et dans le cas contraire, il vous faut une donnée peu précise si, par exemple, vous avez besoin des aplats de couleurs pour faire des statistiques. L'autre intérêt, ils ont rajouté, en fait, l'IGN a fait des nouveautés. Il y en a une en particulier qui est aussi intéressante, c'est il y a des fois des gens qui ont besoin de faire des dashboards. Et le problème qu'il y a, c'est que tous les DROM et les COM, plutôt les DROM généralement, en fait, ils sont trop éloignés de la France. Et en fait, c'est très bien quand on est dans une version interactive, mais en fait, quand on veut une vue d'ensemble de l'ensemble du territoire, y compris les DROM, et ben en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décalé certains contours administratifs pour les rapprocher de la métropole. Alors c'est artificiel, mais ça a l'avantage que ça permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout le territoire, y compris non métropolitain. Donc voilà pour Admin Expo. Je vous parle de GeoParquet. En fait, GeoParquet, c'est une manière en fait, c'est un format qui vous permet de consommer à distance. Par exemple, j'ai travaillé sur les données du cadastre pour mettre à disposition un GeoParquet. Ça vous permet d'extraire la donnée de manière custom, c'est-à-dire, vous admettons récupérer la donnée sur une étendue, vous allez pouvoir le faire. En fait, on pourrait dire que ça fait un peu comme un WFS, sauf que vous avez juste besoin de faire une requête SQL. Là, c'est en vous appuyant sur un outil qui s'appelle DuckDB. Là, de toute façon, il ne faut pas vous inquiéter, même si je ne vous montre pas tous les exemples. En fait, vous aurez les slides à disposition, ça permettra d'aller explorer. Ça marche. Et du coup, donc là, tu cites deux exemples de données qui existent. Donc effectivement, donc sur la page là qu'on vous a mis en lien, donc en fait, c'est un inventaire de différentes données géographiques qui existent, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, qui sont dans différents formats. Donc notamment, effectivement, il y a des données incontournables comme le code officiel géographique qui est produit par l'INSEE ou Admin Express qui est produit par l'IGN, qui vont pouvoir vous faire utiliser et manipuler un peu les différents niveaux de découpage administratif qui
qui existent en France. Et après, à partir de là, vous avez effectivement des formats qui sont utilisables et qui sont plus ou moins faciles à utiliser en fonction de vos compétences. Donc le CSV est un format qui est assez facile à utiliser parce que vous pouvez l'ouvrir sur votre tableur. Mais après, quand vous voulez rentrer plutôt dans la manipulation de données géographiques, il y a des formats plus spécialisés. Donc le GeoJSON qui existe, que vous connaissez peut-être aussi, donc qui est plutôt un format web, mais également d'autres formats. Donc le GeoParquet dont vient de parler Thomas, qui est en train de monter en puissance parce que c'est un outil qu'on peut requêter à distance, c'est-à-dire qu'il peut être sauvegardé sur un serveur distant et nous allons pouvoir requêter une sous-partie de ce fichier à distance. Donc ça, c'est une vraie utilité et un vrai intérêt pour éviter de faire des transits de grandes bases de données et de ne sélectionner que les données qui nous sont nécessaires. Et après, il y a des formats spécialisés dans les données géographiques, comme notamment le shapefile ou les flux WFS ou flux WMS, qui là sont plutôt des formats qui sont utilisés par des profils de type géomaticien et qui sont utilisés dans le cadre de différents métiers qui peuvent exister. Et peut-être si vous êtes géomaticien vous-même, vous les utilisez au quotidien. Je te laisse enchaîner. Oui. Après, il y a un autre intérêt, c'est les portails thématiques. Pour l'instant, on va dire, c'est en fait les portails thématiques, excepté Transport DataGouv, qui est vraiment la demande. Les trois autres sont en fait une mise en valeur par généralement un acteur qui est le porteur de données qui sont dans DataGouv. C'est-à-dire, en fait, les données sont hébergées chez nous, mais en fait, en quelque sorte, le portail permet de mettre en avant qu'il y a un sous-ensemble de jeux de données que l'acteur a choisi de mettre en avant. Et donc, ça va être le cas sur Écologie DataGouv. Je mets les liens en même temps sur le chat. Donc je te laisse veiller. Je les partage de toute façon. Sur DataGouv, par exemple, on va avoir... Si ça peut s'afficher. On voit pas du tout ton écran web, du coup, mais c'est pas très grave. Globalement, ces portails, ce sont des sous-portails de DataGouv qui vont se concentrer sur un domaine particulier. Et donc ces domaines, ce sont des sous-domaines de DataGouv qu'on a regroupés sur une thématique. Donc effectivement, pour la météo et le climat, météo DataGouv. Pour les données sur l'écologie, là c'est bon, on voit ton onglet. Là. Oui, mais c'est à mon avis, je dois pas partager l'écran. Tu dois voir. Voilà, c'est bon, là on voit ton portail. Ouais, on voit écologie, là c'est bon. D'accord, donc en gros sur écologie, tout simplement, vous allez avoir les jeux de données en allant dans les données, et en fait, vous voyez que globalement, ça regroupe toutes les données du ministère de la transition écologique ou d'instituts qui sont rattachés au ministère, comme l'IGN. Vu qu'en fait, voilà, il y a le ministère, mais il y a un certain nombre d'instituts qui sont dépendants. Vous avez, par exemple, vous avez l'INAO, pareil, qui est rattaché au ministère. Et donc que vous retrouvez donc sur Écologie DataGouv. Donc quand vous travaillez toutes les données à caractère environnemental, il y a des chances que vous alliez plutôt sur ce portail que forcément que sur DataGouv, parce que ça vous permettra déjà de limiter votre recherche à des données que vous savez qui viennent du ministère. Ok, super, merci beaucoup. Du coup, il y a également, donc, je crois, des données autour du cadastre. Est-ce que tu peux en parler rapidement ? Oui. Dans ces données autour du cadastre, en fait, on est mandaté dans le cadre du SPD pour mettre à disposition les données du cadastre pour le compte de la DGFiP. Nous retraitons la donnée pour qu'en fait elle soit sous format SIG. Donc en fait, quand vous allez sur cadastre-datagouv.fr, c'est nous qui maintenons ce portail et qui en même temps mettons à disposition, après à retraiter les données, les EDIGEO, parce qu'initialement en entrée c'est des EDIGEO. Bon, certains d'entre vous, je suppose qu'ils viennent du métier, je préfère, on va dire, par exemple, on prenne les données brutes parce qu'au final c'est un éditeur qui reprend les données EDIGEO, mais pour ceux qui viennent pas forcément du domaine métier, souvent c'est plus facile d'avoir un format SIG pour exploiter. Et on a donc un guide qui s'appelle Guide DataGouv, et en fait qui se concentre sur comment exploiter les données. Ouais, du coup je vais remettre le lien dans le cadre d'un hackathon, mais ça je vais pas le développer. En fait on avait tout simplement fait un guide pour un peu prendre en main certaines données météo. C'est pas complet dans le sens où voilà, il y a beaucoup de données météo, ça serait un boulot plein temps de faire un guide ultra complet dessus, mais ça permet de se mettre le pied à l'étrier.
Donc voilà. Donc on a plusieurs guides, donc juste sur Guide DataGouv, donc c'est notre site général où vous avez de la documentation sur qu'est-ce que l'open data, le cadre juridique, etc. Et on a des guides un peu plus hands-on où vous allez avoir des informations sur comment utiliser les données géographiques, donc là ce que je vous ai donné, ou les données du cadastre par exemple. Que je vous mets sur le chat également. Voilà, n'hésitez pas à vous balader sur ce site parce que du coup c'est riche d'informations et ça vous met un petit peu en pratique ce que vous pouvez manipuler et de la manière dont vous pouvez les manipuler. Oui, parce que par exemple, on va dire que si vous voulez des API, comment vous pouvez faire, si vous voulez de la donnée brute, comment vous faites pour récupérer les données de cadastre, sachant qu'il y a aussi un autre enjeu, c'est qu'on commence à archiver les données du cadastre, parce qu'historiquement, on les a que sur des disques durs normaux, mais en fait, tout simplement, des problématiques de stockage, parce qu'en fait, on a archivé tout et on ne supprime rien, ou alors on supprime des choses qui sont en doublon, c'est-à-dire qui sont par exemple des agrégats au département, alors que dans certains cas, au final, on les a aussi à la commune, donc ça nous prend trop d'espace disque. Mais globalement, on va avoir d'autres moyens de consommer maintenant un certain nombre de données cadastre, et au fur et à mesure, les choses au niveau de la mise à disposition du cadastre vont un peu évoluer au fil du temps. Super, écoute, merci, je pense que ça donne un bon aperçu. Toujours dans le guide, en gros pour les API, donc vous pourrez retrouver pareil un guide sur utiliser les données géographiques. Globalement, on parle de l'API BAN, mais ça je vais pas développer, l'IGN va s'en occuper. On parle de l'API découpage administratif que je développerai également, qui est une API qui permet de mettre à disposition en gros toutes les informations des codes postaux ou des codes INSEE liés à une commune, et surtout de faire l'autocomplétion quand vous avez des formulaires par exemple. Et l'autre point d'entrée quand même, c'est maintenant, vous n'avez pas forcément vu, mais sur datagouv.fr, vous avez un onglet API qui est là déjà depuis quelques mois, parce qu'on a décommissionné apigouv.fr. Apigouv.fr, c'était un inventaire de toutes les API. Certaines sont à données à caractère géographique, d'autres sont à caractère non géographique. Mais dans tous les cas, voilà, ça vous permet de trouver des API qui potentiellement répondent à certains de vos besoins. Donc dans ce catalogue des API, vous avez une partie des API qui sont fermées parce qu'elles sont réservées à un public particulier, donc par exemple les administrations. Donc si vous êtes une administration, potentiellement vous pouvez être éligible. Mais il y a également un certain nombre d'API ouvertes. Donc là, celle dont on a parlé, l'API adresse, l'API découpage administratif par exemple, sont complètement ouvertes. Et vous avez la documentation là sur le catalogue des API dont on vous a fait la présentation. Écoute, super, merci pour avancer Thomas. Peut-être Nicolas, est-ce que du coup parmi tout un tas de données qui existent, est-ce que côté hygiène vous avez des endroits où vous présentez particulièrement les données les plus pertinentes sur DataGouv ou sur vos services? Est-ce que tu veux en dire deux mots? Eh ben oui, alors normalement j'ai préparé les visuels directement sur DataGouv. Donc en termes de données IGN présentes sur DataGouv, donc que vous retrouvez ici via l'onglet données, j'ai filtré sur les données de l'Institut national de l'information géographique. On reconnaît notre petit logo et on va retrouver 63 fiches produits qui correspondent effectivement, on va dire, à nos données, parmi l'ensemble de notre écosystème de données libres, les principales données libres de droit open data qui sont, on va dire, plébiscitées par les utilisateurs. Donc ici par exemple l'Admin Express, si j'ouvre la fiche, on va retrouver une description succincte de ce que c'est que ce produit. Thomas en a dit deux mots, donc je ne fais pas de redite. Et on va vous permettre d'accéder directement au dernier millésime téléchargeable dans le format shapefile, qui n'est pas forcément le plus moderne, mais qui là aussi est parmi encore les plus plébiscités. Donc c'est celui-ci qu'on a catalogué dans les fiches DataGouv. L'accès à la documentation du produit en PDF, et puis ensuite éventuellement des déclinaisons, soit sur des demandes particulières, soit sur des millésimes antérieurs. Voilà pour les données, c'est tout ce que je pensais en dire. Donc Admin Express, il y a de l'OCSGE, il y a du référentiel parcellaire graphique avec les cultures agricoles, de la BD topo.
bon, je vais pas vous faire les 63. Vous pouvez aller voir en détail. Gardez simplement en tête cette idée que on est sur une facilitation d'accès dans DataGo. Si vous avez besoin d'un millésime précis, d'un format précis, d'un territoire spécifique, on va vous renvoyer vers nos infrastructures IGN, donc que ce soit actuellement GeoService et dans un futur très proche carte.gouv, mais je ne spoile pas, il me semble qu'il y a quelque chose de prévu sur ce thème-là prochainement. Oui, tout à fait. La semaine prochaine, on a un webinaire sur carte.gouv notamment, dont on présentera un peu le service. Nicolas, j'ai 2 petites questions là qui sont tombées, Oui. je te les pose. Oui. Donc on nous demande, est-ce que les données IGN disponibles sur DataGouv sont des données forcément sur le site de l'IGN? Alors, moi je peux commencer à compléter si tu veux. En fait, donc toutes les données qui sont publiées sur le site de l'IGN, elles sont référencées donc sur DataGouv, mais après sur DataGouv on a d'autres producteurs, pas que IGN, et nous, donc ce que montrait par exemple Thomas, donc les données du cadastre, c'est pas l'IGN qui produit les données du cadastre par exemple, c'est la DGFIP, donc elles sont disponibles sur DataGouv, donc c'est principalement DataGouv et l'inventaire que je vous ai mis en lien tout en haut qui va référencer un peu l'ensemble des données, mais a priori les données IGN sont référencées sur DataGouv. Est-ce que tu veux compléter ou ça t'allait comme... Ouais, alors moi je la comprenais comme étant oui, on va vous renvoyer vers des liens de télécharge. Ah non, oui, c'est ça. Non, oui, c'est bon, j'ai rien à rajouter. Oui. Je viens de voir une question sur est-ce que les données LIDAR y sont? Oui, tout à fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas, faut regarder. Oui, a priori, il y a une fiche avec les nuages de points LIDAR ajoutés. Je crois qu'ils sont référencés, oui. Et donc, Tatiana précise en demandant si DataGouv moissonne ce qu'il y a sur l'IGN. Oui, alors c'est soit du moissonnage, soit l'IGN référence directement. Mais effectivement, avec carte.gouv, on moissonne les données du catalogue de l'IGN sur DataGouv. Donc, normalement, on retrouve les mêmes informations. Oui, c'est ça. Par contre, oui, c'est là que nous, on a un point de moissonnage et on opère une sélection sur ce qui est moissonnable chez nous. Encore une fois, on se contente des produits qui sont les plus en avant, les plus mainstream. Il n'y a pas forcément, vous retrouvez plus de détails sur nos infrastructures, mais sur les données, on va dire les plus courues, vous les trouverez sur DataGouv. Ok, merci. Peut-être une question pour toi, Thomas. On nous demande comment accéder aux données communes historisées, par exemple le COG de 2016. Voilà, ça c'est une bonne question. En fait, en gros, nous déjà, dans le cadre de l'API d'écouage administratif, on retravaille le COG, mais sinon, en fait, il faut aller sur le site de l'INSEE, qui permet de récupérer les données tout simplement annuellement. Elles sont mises à disposition chaque année. Par contre, il faut retraiter la donnée, donc ça redemande un travail. Et l'autre problématique qu'on a et qu'on nous demande souvent en rapport avec ces données historicisées, c'est comment retrouver, en fait, quelle était la commune antérieure avant. Ça, à un moment, on avait un graphe pour faire ça. Le problème qu'il y a, c'est que pour des raisons particulières, maintenant, on ne peut plus utiliser un graphe pour retrouver 100% des communes, on va dire, depuis le code commune actuel. Je dis ça parce que voilà, quand il y a des communes, il y a des fusions ou il y a des divisions. Et des fois, on se retrouve à des situations où on n'arrivait plus à retrouver la parenté facilement. Ce qu'on peut dire peut-être, Thomas, c'est que sur le jeu de données du COG, alors je le retrouverai pour vous donner le lien, on a donc un fichier qui reprend un peu les historiques et les modifications qui sont intervenues dans le COG dans l'histoire. Donc en fait, on est capable de reconstituer un COG antérieur. Par contre, effectivement, le fichier n'est pas complété, mais tu me dis si je me trompe, mais l'INSEE propose une API qu'on peut interroger, donc c'est une API en RDF, GraphQL, qui permet d'avoir justement ces évolutions entre les communes. Oui, mais il y a une autre API aussi qui se cache, mais qui est mise à disposition pour vous donner le lien. Mais cette API, la limite qu'elle a, c'est que en fait, elle est limitée sur le volume d'appels qu'on peut faire. C'est-à-dire, si vous voulez faire 3000 appels en 10 secondes, ça ne sera pas possible. Ouais. J'exagère, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas fait pour faire de la charge. Ouais. C'est fait pour poser des questions. Du coup, est-ce que tu peux retrouver le lien et me le transmettre, comme ça je le mettrai sur le chat? Oui, c'est ce que je veux faire.
Super. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on avance parce que l'heure tourne. Du coup, on a évoqué un petit peu les différentes API qui existent. Du coup, on peut commencer par parler d'une API. Donc, si Nicolas, tu veux prendre autour de l'API base d'adresse nationale. Donc, comme vous le savez, donc on a une base d'adresse nationale qui fait partie du service public de la donnée de référence, qui en fait concatène l'ensemble des adresses françaises, qui est constitué par les communes avec ce qu'on appelle des bases d'adresses locales où la commune va renseigner l'ensemble des adresses qui existent localement et donc publier cette donnée sur le site adresse.data.gouv.fr et basé sur cela est constituée une base d'adresses nationale cette base d'adresses nationale elle peut être téléchargée directement donc sur DataGouv vous pouvez y accéder et l'utiliser en masse mais vous avez également des services dont un service qui initialement était porté côté d'Inum et que nous avons transféré à l'IGN et maintenant c'est l'IGN qui fièrement reprend un peu ce service autour de l'API BAN et du coup Nicolas je te laisse présenter un petit peu ce service et ce qu'on peut faire avec parce que je sais que depuis la version que nous administrions côté d'Inum vous avez rajouté des fonctionnalités, c'est intéressant pour les utilisateurs d'en avoir un peu conscience. Oui, donc tout d'abord cette API là, même topo que les données sur la page API de DataGouv, vous allez retrouver une fiche qui est associée à cette API. Alors normalement elle n'est pas trop loin, voilà ici, API géoplateforme géocodage, la fiche, le Swagger directement disponible. D'accord, ça rame, c'est pas grave, on va espérer que... ok, tout va bien. Donc la fiche avec le Swagger de l'API directement disponible ici et un renvoi vers la documentation métier, c'est-à-dire une documentation détaillée qui pointe sur geoservice.ign.fr et sur laquelle on détaille un certain nombre d'usages voilà, pour vous guider à l'utilisation de cette API. Comme je savais pas trop à quel public j'allais avoir affaire, j'ai sorti un petit démonstrateur ici pour que ce soit un peu visuel. Et ce démonstrateur, il va illustrer, alors il mobilise pas que l'API de géocodage, il va mobiliser d'autres API d'IGN, mais c'est pas le sujet, donc on va passer vite là-dessus. Il va illustrer sur la partie géocodage les deux manières de fonctionner de cette API. Une manière directe, ici classique, avec une API de géocodage qui va être adossée à un système d'autocomplétion. Voilà, et au fur et à mesure que je tape, j'ai des propositions qui sont faites. Alors là, c'est mon interface qui est pas bien fichue, mais c'est pas grave. Voilà, et une fois que je vais sélectionner l'adresse qui me convient, il va me géocoder. Donc là, a priori, on est un peu au-dessus de La Rochelle. J'ai l'impression que je suis en train de saturer ma bande passante, donc on va pas trop zoomer fort, mais on est correctement localisé. Donc ça, on est sur du géocodage direct, ici présenté avec une fonctionnalité de géocodage à l'adresse postale. Et puis de l'autre côté, donc sous ces graphiques qui sont en fait des profils d'altitude, ce qui valorise une autre de nos API, mais encore une fois je ne donne pas le détail. Je me permets de t'interrompre 2 secondes, Nicolas. On a une question parce que du coup on a employé un terme qui n'est pas forcément compris par tout le monde. Donc on parle de Swagger. Est-ce que tu peux décrire ce que c'est qu'un Swagger rapidement? Ouais, je voulais terminer par ça, mais on peut faire ça maintenant. Ah pardon, excuse-moi. Sinon tu termines. On peut le faire maintenant. Le Swagger. Alors si je reviens sur la fiche API ici, le Swagger, on va dire que ça va être c'est à la fois une documentation technique donc parce que qui dit API dit route d'API pour finalement déclencher l'utilisation concrète des fonctions qu'il y a derrière cette API. Donc on va avoir un référencement des routes d'API et on va avoir au niveau de ces routes d'API le détail de chacun des paramètres. Est-ce qu'ils sont obligatoires, pas obligatoires, à quoi sert ce paramètre, comment il s'implémente, et puis toute remarque, on va dire, utile à la compréhension de ce que fait chaque paramètre. Et cette documentation, elle est interactive. Donc en l'occurrence, dans le Swagger, vous pouvez tester directement. Donc
Ici, sur l'API géocodage brut, pas d'autocomplétion. L'API d'autocomplétion, c'est une API annexe à l'API de géocodage qui valorise les mêmes données, mais c'est deux API. Là, j'ai le Swagger de l'API géocodage brut, donc j'ai pas d'autosuggestion sur l'adresse que je tape. Néanmoins, je vais pouvoir déclencher un test ici et obtenir des résultats. En l'occurrence, je retrouve mon 73 Paris, avenue de Paris, à Niort, donc on a bien l'air de retrouver à peu près les mêmes éléments. J'ai passé rapidement, mais vous voyez que il y a quand même une sacrée variété de paramètres possibles pour, j'allais dire, soit restreindre le type de résultat que vous allez obtenir, soit fiabiliser la liste des résultats que vous allez obtenir, des critères de proximité géographique, des critères de filtrage sur un certain code INSEE, un certain code postal, par exemple. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question de qu'est-ce que c'est qu'un Swagger. On appelle Swagger, voilà, une documentation, ça a toujours à peu près le même formalisme. Donc et ça sert à présenter les routes, c'est ça, les paramètres. C'est principalement à destination du développeur qui va vouloir brancher son application sur une API. En fait, ça va lui donner la documentation et la manière d'appeler cette API avec les différents paramètres pour pouvoir le faire. Mais ouais, c'est exactement ça. Et effectivement, il y a des interfaces un peu faites et pensées pour que ça soit facile à tester pour un utilisateur. Donc là, Nicolas vient de montrer en 2 secondes qu'on peut tester l'API avec ce Swagger qui est mis à disposition de tout le monde et qui est retrouvable sur DataGouv. Moi, je vais compléter une chose, c'est que ce Swagger, en fait, c'est un fichier texte, mais que là, ce que vous voyez, au final, c'est une interface qui est capable d'interpréter pour que ça soit interactif. Yep. Donc je reprends mon petit démonstrateur rapide pour dire que donc on avait parlé du géocodage direct. Géocodage direct, je rentre par une information, on va dire, qu'en tant qu'humain je maîtrise bien. 73 avenue de Paris, c'est une information que je comprends. Et la fonctionnalité du géocodage direct, c'est d'envoyer des coordonnées géographiques à mettre en relation avec cette adresse que j'ai tapée. L'API de géocodage, elle va avoir aussi un mode qu'on va appeler reverse, géocodage inversé en français, où là l'idée, donc c'est ce que vous avez sous les graphiques. Donc l'idée, c'est que j'ai mon trait bleu ici qui part du vieux port de Marseille et puis qui va monter jusqu'à Notre-Dame de la Garde. Ça va me faire le profil d'altimétrie entre le point de départ et le point d'arrivée, ce qui, pour ceux qui connaissent la ville, ne vous laissera aucune surprise. Ça monte pour aller à Notre-Dame de la Garde. Et pour illustrer cette affaire de géocodage inversé, je vais renvoyer le point de départ, l'adresse ou le lieu ou la parcelle de point de départ en fonction de la localisation de mon point de départ. Et donc, ce que j'envoie à l'API de géocodage inversé, ce sont des coordonnées géographiques. Et l'API de géocodage inversé me répond des adresses ou des points d'intérêt ou des parcelles à proximité de cette coordonnée que j'ai saisie. Alors je commence à vous spoiler, on a d'abord parlé d'adresse, là j'introduis du point d'intérêt, j'introduis de la parcelle. J'en dirai 2 mots tout de suite après. Donc ici géocodage inversé, et puis quand je vais me promener le long de mon profil, je vais pouvoir avoir sur chaque point finalement de ce profil des lieux d'intérêt. Là aussi renvoyé par géocodage inverse que je peux localiser. Alors j'ai vu juste avant la réunion que mon icône ne fonctionne plus, c'est-à-dire que localiser, je sors des points et puis j'ai l'implantation qui va me permettre de récupérer la géométrie de ces objets-là. Alors effectivement, une des nouveautés de l'API géocodage en direct comme en inverse, j'insiste là-dessus, en direct comme en inverse, c'est en plus de ce que proposait l'API de la DINUM, c'est-à-dire de géocoder des adresses postales, on a fusionné avec l'API de géocodage utilisée qu'on avait développé dans le cadre du géoportail et qui permettait à l'utilisateur de géocoder sur des points d'intérêt et des codes de parcelles. Les points d'intérêt étant issus de différentes couches, enfin on va dire au sens large du corpus de données de la BD Topo. Cependant que les parcelles sont issues du référentiel IGN PCI Express. Donc le corollaire de ça, c'est que vous allez donc
pouvoir chercher des adresses postales, vous allez aussi pouvoir taper des codes de parcelles et retrouver la localisation de ces parcelles ou taper des intitulés de points d'intérêt comme on les a ici à l'écran, Gare maritime du Vieux-Port ou le Vieux-Port tout court, et le système va être capable de les retrouver. Je rentre pas dans le détail, ces API-là, elles fonctionnent soit sur les 3 corpus, soit vous avez la capacité de filtrer chaque corpus, c'est-à-dire de dire, moi j'utilise l'API de géocodage, en direct ou en inverse, peu importe, mais la seule chose qui m'intéresse là-dedans, c'est les adresses postales. Ou alors à l'inverse, la seule chose qui m'intéresse là-dedans, c'est les points d'intérêt. Avec, pareil, des filtrages associés. Sur les points d'intérêt, on peut restreindre à certaines catégories. Il n'y a que les équipements de transport qui m'intéressent, il n'y a que les quartiers d'habitation, il n'y a que les communes, j'en passe et des meilleurs. Du coup, Nicolas, voilà on a une question là. Du coup, est-ce Oui. que la récupération de l'altitude est également possible? Alors oui, par une autre API qui s'appelle l'API d'alticodage, que vous allez retrouver documentée quelque part par là, normalement. Elle devait être sur la première page. Altimétrie, isochrone, itinéraire, voilà. Calcul altimétrique. Ouais, je la donne. C'est grosso modo le même topo, c'est-à-dire que... alors c'est grosso modo le même topo, si ce n'est qu'il n'y a pas d'inverse. Là l'idée c'est, ce qui n'aurait pas bien de sens d'ailleurs au passage, mais je le mentionne, ça va toujours mieux quand on se dit les choses. Là l'idée c'est que vous envoyez des coordonnées géographiques et il vous renvoie les altitudes. L'API renvoie les altitudes du point géographique en fonction du référentiel qu'on a mobilisé dans l'API. Pour le moment, on est exclusivement sur des référentiels IGN, avec un référentiel, on va dire, tout venant, le RGE Alti à 1 mètre, et on a commencé à mettre à disposition les référentiels issus du LIDAR HD. Modèle numérique de terrain, modèle numérique de surface, je ne sais pas si je rentre dans les détails là-dessus, mais vous avez à peu près accès à tout ce qu'on fait nous, en référentiel d'altitude. Voilà. Du coup, on a 2 questions. Donc la première, je peux peut-être reprendre. Est-ce que vous avez une sandbox des exemples téléchargeables? Alors je pense que justement les Swagger, c'est vraiment fait pour ça, hein, pour tester un peu. Vous voyez un peu la manière dont on peut interroger et puis d'avoir le retour, le format du retour, pour voir comment vous pouvez éventuellement intégrer une API. Après, les données sont disponibles en open data. Donc vous pouvez les télécharger et les faire tourner chez vous et les avoir directement les données. On n'a pas forcément beaucoup de sandbox en tant que tel, enfin des données simulées sur les données géo. Je crois pas, hein, vous me corrigez côté IGN ou Thomas. Mais du coup voilà, donc déjà c'est une manière d'interagir avec les données qui est assez simple parce que vous pouvez tout de suite télécharger et voir à quoi ça ressemble la donnée. Ou du coup vous pouvez l'interroger avec le Swagger sur DataGouv directement. Ouais, sachant que, c'est pareil, il me semble qu'on l'a dit, mais pour tout ce qui est usage des API, alors je vais parler pour la partie IGN, c'est des API qui sont ouvertes, qui ne sont pas soumises à authentification préalable, et sur lesquelles, par contre, pour assurer, on va dire, un service équitable pour tout le monde et une bonne santé de nos plateformes, on a une limite d'usage par nombre de requêtes simultanées. Sur le géocodage, on va limiter à 50 requêtes secondes par IP attente. Et donc ça fait... le temps que vous avez... Ouais. Pardon, je te laisse finir, excuse-moi. Ouais, non, tant que vous avez une capacité par votre script à réguler votre masse d'appels et à rester en dessous ces 50 requêtes secondes par IP, vous avez toute latitude pour utiliser l'API. Donc effectivement, donc c'est déjà un beau rate limiting, donc on peut déjà faire plein de choses avec ça. Mais ce qu'on encourage, c'est les administrations qui ont vraiment des besoins de géocodage massif. Donc par exemple, peut avoir si on veut géocoder des millions de lignes d'un coup, de ne pas utiliser l'API BAN parce qu'elle n'est pas faite pour faire ce géocodage massif. Par contre, on a tous nos outils qui sont en open source, donc vous
pouvez sans problème, et là je vous ai mis un lien vers notre dépôt GitHub open source qui permet de très rapidement mettre en place une API sur vos serveurs, et donc c'est dockerisé, donc vous pouvez lancer l'API directement sur vos serveurs et vous interroger en local directement les données, et c'est les mêmes données, les mêmes réponses que vous aurez, et vous évitez de surcharger nos serveurs. Donc voilà, donc il y a un juste milieu à trouver en fonction de vos différents usages. Ouais, je complète là-dessus en indiquant que ce que vient de dire Geoffrey, c'est tout à fait juste quand vous avez un usage de l'API qui ressemble à celui de mon démonstrateur. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez quelque part un site intranet ou internet et que c'est des vrais gens qui, de manière imprévisible, mais potentiellement dans des volumes de requêtes simultanées ou quasi simultanées importants, qui vont solliciter l'API. Quand vous avez un besoin autour d'un géocodage massif sur des données qui sont dans des fichiers, l'API de géocodage, alors là je vous le montre par le Swagger et puis j'y passe pas 3 heures parce que ça pourrait m'occuper un moment, met à dispo des routes de géocodage par lot, soit Ah, on t'a perdu, j'ai l'impression, Nicolas. Est-ce que tu m'entends? J'ai l'impression... Ah, du coup, excusez-moi, normalement... Voilà. Donc, cette fonctionnalité de scriptage sur en mode fichier, vous avez des bases de données, vous avez des fichiers avec beaucoup de lots, ça fait partie des fonctionnalités de l'API géocodage telle qu'on la porte aujourd'hui à l'IGN. Dernière petite chose, parce qu'il n'y a pas eu la question, mais je l'anticipe, ou je n'est peut-être pas encore arrivé. Les données adresses sont donc issues de la base, ça on l'a dit. On a une synchronisation du référentiel de l'API de géocodage qui se fait maintenant 2 fois par semaine, de mémoire les lundis et les jeudis. Cependant que le référentiel des points d'intérêt et le référentiel des parcelles est adossé à la fréquence de mise à jour des référentiels en question. Donc BD Topo c'est tous les trimestres et le PCI, j'ai pas révisé, j'ai un doute, donc je vais vous dire la même chose, mais c'est peut-être tous les mois, j'ai un trou, bon bref, c'est pas très grave. C'est tous les 3 mois, vous la consommez chez nous en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Super, voilà, donc c'est ça, POI et parcelle tous les 3 mois, et les adresses, c'est 2 fois par semaine. Merci Nicolas. Écoute, comme le temps file, je te propose qu'on passe la main sur un autre sujet qui est lié à l'API découpage administratif dont on parlait. Est-ce que Thomas, tu peux faire assez court en 5 minutes pour qu'on ait le temps d'écouter Maria aussi qui nous présente l'API Carto. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'API découpage administratif, est-ce que tu peux la présenter rapidement, Thomas? Quels sont les cas d'usage en fait les plus fréquents qu'on va rencontrer pour son utilisation, et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette API? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Et éventuellement, si tu as une démo ou quelque chose à nous montrer, n'hésite pas. Il y a des problèmes de connexion. Encore. Hop. Excusez-moi, je pense qu'on a été encore coupé. Tu m'entends, Thomas? Thomas, on t'entend pas. T'es en mute. Ouais, moi je t'entends pour info. Ouais, Thomas, tu es en mute. Oui, donc je disais donc, excusez-moi, donc l'intérêt de l'API découpage administratif, c'est de pouvoir avant tout faire l'autocomplétion, mais aussi récupérer toutes les informations, comme par exemple les parcelles, les communes associées, des communes déléguées associées à une commune, récupérer par exemple, vous avez besoin de la liste des communes d'une EPCI, vous allez pouvoir depuis le endpoint EPCI récupérer la liste des communes, ou leur code postal, ou leur code INSEE.
Ça vous permet aussi de filtrer, mais aussi on retourne tout ce qui est géographique, c'est-à-dire on va retourner les contours géographiques des communes. Et on a aussi une capacité, par exemple, d'interroger, de faire ce qu'on appelle des point-in polygones, c'est-à-dire récupérer, vous envoyez les coordonnées long lat, et ça va vous dire dans quelle commune vous êtes. Dans certains cas, au final, c'est une forme de reverse geocoding, mais version commune. Donc c'est ça le principal intérêt. Et sinon, on parlait de démo, et ben c'est ce que je vous montrais. Par exemple, là je vais donc chercher, là je demeure à Nantes. Vous voyez, je fais ça, et parce que ça retourne une information géographique, je zoome directement sur la commune. Donc là c'est pareil, je zoome sur Paris, ainsi de suite. Et derrière, au final, ça fait un appel. Toute cette API, en fait, elle est documentée via cette documentation, qui est une documentation liée au guide. On a une documentation interactive pour comprendre les paramètres. L'intérêt, c'est par exemple, voilà, vous voyez que si vous faites essayer, vous cherchez un code postal, vous allez voir en fait ce que vous faites, ça vous montre ce qui est retourné par l'API de manière interactive. On va dire c'est un peu comme un Swagger, mais de manière un peu plus dynamique. Là, vous avez le point d'entrée sur l'API, et là, on parlait de Swagger tout à l'heure. Au final, c'est pareil, sauf que c'est le point d'entrée sur API découpage administratif. C'est-à-dire, là, vous avez un Swagger similaire à ce qu'on vous a montré côté ban, qui veut se déplier. Voilà. Donc voilà, en gros, ça va vous permettre donc de récupérer les communes en fonction de leur code, les OPCI en fonction de leur code, les départements, de récupérer toutes les communes d'une EPCI particulière. Et bien plus encore, vous pouvez aussi récupérer les arrondissements municipaux. Et après, faut aussi savoir que en fait, derrière cette API se cache de la donnée que nous on retraite, qui vient du COG, donc de l'INSEE, qui vient de l'IGN, un tout petit peu de OpenStreetMap, parce qu'on a besoin des COM, donc les collectivités d'outre-mer, et toutes ne sont pas, voilà, ça ne fait pas partie du périmètre de l'IGN de renseigner les informations liées au COM. Donc au final, on les récupère nous par ailleurs. Et donc avec ça, en fait, on a publié maintenant la donnée qui est derrière l'API. Donc la liste des communes telles que nous on l'a, et la liste donc côté COG. Et après, on a aussi les contours qui sont une reprise de l'IGN avec quelques informations supplémentaires qui sont les COM. Donc voilà. Je vais rebondir sur une dernière chose. Mais là, c'est un peu, c'est parce qu'en fait, je voyais un intérêt, c'était sur l'intervention de l'IGN. On parlait d'utiliser donc l'API, l'API BAN pour les cadastres. En fait, depuis peu, ça fait une semaine ou 15 jours, vous pouvez rechercher par contrôle cadastral sur Explore DataGouv, donc sur DVF. Et ça, c'est aussi encore l'intégration sur cadastredatagouv.fr. Mais bon, on a encore des problèmes liés à l'infrastructure, mais ça devrait arriver, c'est-à-dire sur cadastredatagouv.fr, vous allez pouvoir chercher à la fois par adresse et par parcelle cadastrale, et on s'appuie pour partie sur l'API que met à disposition l'IGN, donc parcellaire. Donc là, on voit vraiment que les évolutions de l'API BAN ont un impact direct sur les produits, parce que maintenant, c'est beaucoup plus facile d'être capable de naviguer à la fois dans le COG, dans l'adresse et dans la parcelle cadastrale. Donc ça nous permet d'avoir un peu les informations qu'on a besoin de récupérer en fonction de son besoin, si on a des coordonnées ou autres. Super, écoute, merci. Donc le COG, comme je le disais, le code officiel géographique, c'est aussi un des jeux produits par l'INSEE qui fait partie du service public de la donnée de référence. Donc cette API découpage administratif, il faut savoir que là, les deux API dont on a parlé, là, API BAN et API découpage administratif, font partie des API les plus utilisées de l'État. On est à plusieurs centaines de millions d'appels par mois, donc BAN avec environ 600 et 800 millions d'appels par mois, et l'API découpage administratif avec environ 300 à 400 millions par mois. Donc c'est des usages qui sont massifs, parce qu'il y a un vrai intérêt à facilement retrouver une adresse, facilement retrouver une coordonnée ou un niveau géographique. Donc n'hésitez pas aussi à les utiliser dans vos outils. Il y a beaucoup d'outils en production qui sont directement connectés avec ces API qui sont disponibles pour vous. Merci beaucoup Thomas. Donc je vous propose qu'on passe à la dernière présentation, toujours côté hygiène, mais cette fois-ci avec Maria. Du coup, donc Maria, toi tu opères une API qui s'appelle l'API Carto. Du coup, pour un utilisateur non
spécialiste, tu peux nous expliquer ce que c'est que cet API Carto, comment choisir et comment est-ce qu'on commence par l'utiliser. Voilà, si tu veux nous faire un petit tour un petit peu de tout ça, ça serait très utile. Oui, alors du coup, vous voyez bien mon écran, je pense. Oui, c'est bon, on le voit. Ok, alors l'API Carto, en fait, c'est... Alors, j'essaie d'avancer. C'est une API qui est maintenue à l'IGN. C'est une API REST compatible avec les spécifications OpenAPI. Elle permet de requêter facilement des informations à composantes géographiques des différents organismes. Et en fait, l'objectif, c'est de mettre à disposition une brique technologique qui facilite la saisie des formulaires, par exemple dans le cadre des démarches administratives. Il y a un site qui contient la documentation, donc c'est apicarto.ign.fr. Là, vous allez pouvoir trouver toute la documentation technique de chacun des modules de l'API et aussi les Swagger, donc avec qui vous pouvez tester toutes les différents endpoints de cette API-là. Donc, par exemple, l'API va récupérer ici une géométrie à partir d'un formulaire. Les formulaires, il aura trouvé sa géométrie soit par appel à une autre API, soit par saisie manuelle d'un utilisateur. Il envoie donc la géométrie ou aussi en option d'autres paramètres, attributaires par exemple, et l'API elle renvoie un nombre d'objets filtrés avec leur géométrie et leurs attributs. Du coup, comment ça marche? En fait, on peut faire des requêtes en GET ou en POST. Les formats utilisés est les JSON ou GeoJSON, les référentiels et les WGS84 pour toutes les géométries, soit en entrée ou en sortie. Il y a des... on peut requêter soit par attribut, comme je disais tout à l'heure, ou par géométrie, ou les deux. Les nombres d'objets est limité à 1000, mais on peut paginer aussi. Et l'API Carto, elle se base sur les flux de la WFS, de la géoplateforme, mais elle peut aussi être alimentée par des flux qui proviennent d'autres infrastructures. Du coup, je pense, vous l'avez compris, je crois, mais les principes est qu'un utilisateur, au moyen d'une interface, il se connecte à un outil client. L'outil client, à un moment donné, il va avoir besoin de faire appel à l'API. Il va faire donc une requête avec des paramètres. L'API, elle va répondre avec des données filtrées. Et l'outil client, il va récupérer ces données et, par exemple, compléter un dossier administratif ou alors fournir une attestation à l'utilisateur. Aussi, l'API Carto peut être utilisée tout simplement pour récupérer des données, en fait, directement. Elle est divisée en modules thématiques. En ce moment, on a les modules cadastre, les RPG, c'est les registres parcellaires graphiques, avec les cultures et les... Pardon Maria, on a été coupé 10 secondes. Est-ce que tu peux revenir 10 secondes en arrière? Excuse-moi. Oui, peut-être la slide avant. Bon, il n'y a pas grand-chose ici, mais je peux revenir sur le fait qu'il est divisé en modules par thématique, en fait. C'est des endpoints qui sont regroupés par thématique. Donc, je disais, il y a pour l'instant ces thématiques-là, les cadastres, les RPG, les registres parcellaires graphiques, les limites administratives, les GPU et les géoportails de l'urbanisme. C'est l'API qui envoie les informations sur les géoportails de l'urbanisme. Les modules nature qui contiennent des parts naturelles et d'autres
d'autres zones protégées. Les codes postaux, il y a aussi un module WFS, Géoportail, il va changer le nom parce qu'il ne va plus s'appeler Géoportail. Mais en fait, l'idée, c'est qu'il peut, il facilite le requêtage des données géographiques pour les développeurs qui ne sont pas forcément des géomaticiens, tous les flux WFS de la géoplateforme. Et on a aussi des modules qu'on appelle cachés. Cachés, ça veut dire qu'ils tout simplement ils sont pas référencés par exemple sur notre site ou sur DataGouv, soit parce qu'ils n'ont pas forcément un intérêt public, ou alors parce que les données exposées n'ont pas une licence ouverte, auquel cas ils sont protégés par clé. Et donc les fonctionnements, en fait, l'API Carto, c'est une API assez simpliste, dans le sens où chacun de ces modules opère d'une façon générique. Il renvoie des données, les données références brutes, d'une façon telle qu'ils les retrouvent dans la source, et sans option des traitements. Ce qui veut dire que les croisements des données ou tout ce qui est calcul géométrique, comme par exemple le calcul d'une surface ou d'une distance, doit se faire côté client. Donc concernant les évolutions, les modules sont ajoutés à la demande, ce qui veut dire que justement cette généricité des modules fait qu'il est relativement facile de créer des nouveaux modules. Et donc par exemple, une administration, elle peut nous solliciter à tout moment pour exprimer un besoin, soit de création d'un nouveau module, soit des évolutions d'un module existant. Donc les données des références sont mises à jour de façon transparente parce que ce sont des flux en fait. Les données références peuvent être ajoutées, il peut y avoir des évolutions comme je disais tout à l'heure. Voici une liste des quelques-uns des utilisateurs de l'API Carto, sachant qu'on n'a pas des listes exhaustives, puisque c'est une API qui peut être utilisée par tout le monde, donc on n'a pas forcément connaissance de tous les utilisateurs. Et pour finir, il y a, c'est un aperçu à quoi ressemble un des Swagger. Ici, c'est le module RPG. Si on regarde par exemple les modules cadastre, on peut voir déjà qu'on peut utiliser les données soit des labels parcellaires, soit du parcellaire express, qui lui se base sur le PCI. Il permet d'interroger les communes ou des divisions, ou des feuilles, des parcelles ou des localisants à partir des géométries ou des attributs, comme par exemple la commune, la section, les codes d'arrondissement. Voilà, et en plus de ça, les modules sont référencés sur, en tout cas tous ceux qui sont publics sont référencés sur DataGouv. Super. Voilà, du coup, donc c'est sur le même lien qu'on avait partagé sur les API, le catalogue des API de l'IGN, que je vous ai déjà donné dans le chat. Super, Maria. Du coup, j'ai quelques questions. Alors, c'est pas forcément lié à l'API Carto. Si, là, il y en a une sur l'API Carto. Quand vous parlez de millésime, vous parlez de quoi ? Je pense que c'est comme les variétés de vin. Alors, je sais pas si c'est toi. C'est toi qui as mentionné la partie millésime, Maria ? C'est possible, mais on parle de millésime, c'est en fait les versions d'une donnée. Par exemple, les RPG, il y a une version qui sort tous les ans, donc on appelle ça un millésime 2021, 2022, 2023. Voilà. C'est comme les vins. C'est les versions des c'est ça. Ouais, exactement. Donc en fonction des versions, quand on a des versions qui sont figées, quand c'est pas des flux temps réel et qu'on a des versions qui sont mises par exemple à jour tous les ans, on parle plutôt de millésime. Ouais. Du coup, il y a une question de Nicolas. Non, c'est Nicolas qui répond. Du coup, tu répondais à la question sur les tuiles au format vectoriel. Est-ce que tu veux en dire deux mots, Nicolas? Donc on nous demandait s'il y avait des possibilités de récupérer des tuiles vectorielles. Pardon. Donc tuiles vectorielles, il y a sur la géoplateforme. Ouais. Plusieurs choses.
Si vous êtes consommateur, vous avez accès à un service web. Alors, je suis désolé, je sais pas ce que j'ai foutu, mais je m'entends en écho. Vous m'entendez Oui, qu'une fois? on t'entend bien, ouais, c'est bon. Bon, ça va. Bon, très bien. Vous avez sur la géoplateforme un web service dit TMS qui vous permet de récupérer, d'afficher, de manipuler un certain nombre de données publiées en tuile vectorielle. Par contre, on ne met pas encore, c'est pas encore, à disposition de données téléchargeables dans des formats de tuiles vectorielles comme du PMTiles par exemple. Ça fait partie des pistes d'évolution, mais factuellement aujourd'hui, ça n'existe pas sur la géoplateforme, ça n'existe pas à l'IGN. Super, merci. On avait une autre question, je ne sais pas si qui veut prendre de votre côté. Pouvez-vous rappeler sur quelle solution SIG libre repose la géoplateforme et toutes les cartes? Est-ce que du coup, vous pouvez en dire un mot? Ouais, en un mot, ça va être difficile. En un mot, ça va être difficile. Il y a à l'échelle de la géoplateforme une grande variété de briques applicatives. Et si on se base sur vraiment les briques applicatives qui vont parler au plus grand nombre, par exemple tout ce qui est les web services vectoriels, donc diffusion en WFS, diffusion en WMS pour les données issues de vecteurs, on va par exemple s'appuyer sur GeoServer. Tout ce qui va être traitement de données qu'on va mettre en alimentation diffusion dans la géoplateforme, à un moment ou à un autre, il va y avoir du GEDAL OGR. Voilà. Et des briques comme ça, vous en avez, alors je sais pas, j'ai pas le compte en tête, une vingtaine, une trentaine, et on est sur que des briques open source, soit des briques open source préexistantes, communautaires, GeoNetwork aussi, pour tout ce qui est mise à disposition, des fiches de métadonnées, ou bien des briques maison IGN qui ont été mises en open source pour l'occasion. Ce qui va par exemple être le cas de la brique qui fait du calcul d'itinéraire ou de la brique qui fait de la diffusion de données images entulées ou pas entulées, qui s'appelle ROC4, ROK4. Voilà, un petit jeu de mots. Super, merci. Voilà, brique IGN et open source aujourd'hui. Super, merci beaucoup. On te demandait le lien, les services web de tuiles vectorielles, si tu peux le retrouver. En tout cas, on en reparlera à mon avis pendant la présentation du webinaire qu'on va tenir le 27 novembre prochain. On va parler notamment de carte.gouv.fr, donc je pense qu'on en reparlera. Mais si tu l'as, Nicolas, n'hésite pas à le mettre dans le chat et je peux le repartager. Je cherche. Super. Et écoutez, il est 35, donc je vous propose qu'on s'arrête ici. J'espère que vous avez vu un petit peu un panorama de différents outils avec 3 API un peu exemplaires qui vous montrent qu'avec tout ça et les données brutes que vous pouvez télécharger, c'est assez simple de construire votre propre service, de faire une étude sur un territoire particulier, parce que vous pouvez avoir accès aux adresses, aux parcelles cadastrales, aux différents niveaux administratifs, et sur lesquels en fait vous pouvez jouer et à mettre de la donnée en plus. Donc ça, c'était l'objectif de ce webinaire, de parler plutôt des outils API pour pouvoir manipuler l'ensemble de ces données. La semaine prochaine, le 27 novembre, j'ai mis le lien de l'événement pour s'inscrire sur le chat. La semaine prochaine, on va plutôt parler des applicatifs en tant que tels que vous pouvez utiliser quand vous êtes moins adepte et que vous êtes plus utilisateur grand public et que vous allez vouloir créer votre propre carte avec des outils qui existent déjà. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et donc voilà, donc ces 2 webinaires vont se faire écho. Celui-là était plutôt technique, effectivement. On a parlé d'API, on a parlé de Swagger, on a parlé de pas mal d'outils pour faciliter la vie du développeur ou du géomaticien qui va avoir besoin de récupérer de la donnée. Et la semaine prochaine, on parlera plutôt d'outils grand public, et avec notamment une présentation de l'outil de l'IGN, carte.gouv.fr, qui est aussi un pendant de la géoplateforme côté IGN. Et écoutez, super, je vous propose qu'on se termine là. Je vous remercie. Merci beaucoup Thomas, merci Nicolas, merci Maria pour ces échanges, et je vous dis à bientôt pour les prochains webinaires. Merci beaucoup.